Coup d'État permanent, l'industrie de la censure et le modèle d'exploitation du capitalisme de guerre numérique. Gegen den Strom. Zur Sache. La science politique est au fond une discipline très normative. Quand on parle de questions de pouvoir, donc de la répartition inégale du pouvoir social, le politologue cherche d'abord la solution dans l'analyse des constitutions. C'est pour ça que l'étude comparée des systèmes de gouvernement est une discipline centrale en sciences politiques. Quelle est la place des institutions constitutionnelles? Comment coopèrent-elles ou au contraire, comment s'opposent-elles? À quoi ressemblent les mécanismes d'équilibre et de contrôle? Ensuite, on compare la norme constitutionnelle à la pratique réelle. Et dans tous les États que je connais, la pratique constitutionnelle s'écarte nettement de la norme, à une exception près. Au Royaume-Uni, il n'existe pas de constitution écrite, donc pas non plus de normes constitutionnelles. La Constitution y fonctionne comme une sorte de droit coutumier. Elle découle de la pratique constitutionnelle et ne peut pas s'en écarter. Ferdinand Lassalle a écrit un jour « Les questions constitutionnelles sont des questions de pouvoir ». Alors quand on parle de coup d'État, on imagine en général une attaque contre la Constitution. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un coup d'État à l'intérieur même de la norme constitutionnelle. L'enveloppe juridique de l'État reste en place, mais elle est vidée de sa substance. L'état d'exception, et donc une nouvelle forme de gouvernement autoritaire, s'accompagne d'une sorte de simulation de démocratie. La suspension de l'état de droit se déroule à l'intérieur même de la Constitution, réduite à un simple cocon, d'où émerge une nouvelle forme de dictature. Un exemple, ce sont les sanctions extralégales contre des individus. On les prive de tous leurs droits, non pas en violant ou en abolissant l'état de droit, mais en contournant les procédures légales qui restent formellement en place, tout en étant remplacées par une nouvelle forme d'arbitraire. C'est donc l'instauration d'une dictature qui avance sur la pointe des pieds, dont les griffes restent invisibles pour la majorité, mais n'en sont que plus efficaces. L'état d'exception, comme le dit Giorgio Agamben, se transforme en une pratique permanente du gouvernement. L'expression coup d'État permanent vient de François Mitterrand. Il l'avait forgée pour critiquer la constitution de la Ve République voulue par de Gaulle, et elle retrouve aujourd'hui une certaine actualité. Mitterrand dénonçait le pouvoir centralisé et autoritaire du président et expliquait comment un acte fondateur pouvait se transformer en coup d'État permanent. Le président nomme le gouvernement et peut le révoquer. Il peut dissoudre le Parlement, convoquer de nouvelles élections, organiser un référendum. Il est élu directement par le peuple, chef des armées et de la force de frappe. Il peut déclarer la guerre ou conclure la paix. Et il peut invoquer l'article 16, celui sur les pleins pouvoirs en cas d'urgence. Que reste-t-il alors? Quand Mitterrand a été élu président en 1921, il a gouverné pendant 14 ans et a lui-même pleinement exercé ce pouvoir. Oui, il a même personnellement autorisé l'attentat à la bombe contre le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, le 10 juillet 1985. La réintroduction de la responsabilité familiale d'inspiration nazie dans l'affaire Hüseyin Dolu, où les comptes de sa femme et de sa mère ont été bloqués en Allemagne, montre qu'il s'agit là d'un terrorisme d'État ouvert, dirigé contre des dissidents qui, par exemple en Allemagne, se réfèrent à l'obligation de paix inscrite dans la loi fondamentale. Cela me semble donc bien correspondre à l'expression « coup d'État permanent ». Quelques exemples. La politologue, la professeure Ulrike Guérot,
est licenciée par l'université de Bonn parce qu'elle refuse de suivre le récit de propagande. Le journaliste Ulrich Hayden voit son compte clôturé par la banque Hamburger Sparkasse à la demande de l'autorité fédérale de supervision financière. Le Suisse Jacques Beau, le journaliste Hussein Dolu et d'autres encore sont frappés de sanctions extralégales et privés de tous leurs droits. La condamnation de l'activiste du mouvement Querdenken, Michael Ballweg, illustre de manière exemplaire comment des procureurs soumis à des instructions abusent des procédures de l'état de droit pour traîner devant les tribunaux les critiques du gouvernement. Le journaliste Patrick Baab, c'est-à-dire moi, a perdu un poste d'enseignant à l'université de Kiel à cause de ses recherches dans le Donbass. Le tribunal administratif du Schleswig-Holstein a jugé cette décision illégale et contraire à la Constitution. Le procureur général poursuit la présidente de l'association Friedensbrück avec un mandat d'arrêt pour soutien à une organisation terroriste. Et cela après que les deux républiques du Donbass, Donetsk et Lugansk, avec lesquelles des représentants du gouvernement fédéral avaient encore participé aux négociations de Minsk en 2015, ont été déclarés rétroactivement sur 10 ans comme organisation terroriste, ce qui est en principe interdit par l'article 102, paragraphe 2 de la loi fondamentale. Et la liste pourrait continuer encore longtemps. Cela veut dire que l'action est coordonnée et dirigée de manière centralisée. Persécution politique, propagande et censure vont de pair. Ensemble, elles forment un instrument de pouvoir destiné à imposer des intérêts économiques, une domination politique et une hégémonie culturelle. Cette vague de répression contre les opposants à la guerre et au gouvernement a été lancée par l'OTAN. Lors de son sommet à Vilnius en 2023, les gouvernements des pays membres ont annoncé vouloir renforcer leur coopération avec l'Union européenne dans la lutte contre ce qu'ils appellent la désinformation. Cela laisse penser que l'OTAN tire les ficelles en coulisses lorsqu'il s'agit de combattre les opinions divergentes. Avec son agenda stratégique annoncé en juin 2024 pour la période 2024 à 2029, l'Union européenne s'est engagée sur une voie de préparation à la guerre. Dans ce document, le Conseil de l'Union promet de renforcer la résilience de l'Europe grâce à une approche globale couvrant tous les types de menaces et l'ensemble de la société. L'Union considère désormais toute information qu'elle juge être de la désinformation comme une tentative de déstabilisation, au même titre que le terrorisme ou l'extrémisme violent. Norbert Hering estime, à juste titre, que cela revient à désigner de fait les critiques des gouvernements et de l'OTAN comme des ennemis de l'État. Autrement dit, un état de guerre non déclaré règne déjà au sein de l'Union européenne, ce qui signifie que l'OTAN gouverne, en quelque sorte, en arrière-plan. Et les garanties habituelles de l'état de droit, celles qui valent en temps de paix, comme la liberté d'opinion et la liberté d'information, ne s'appliquent plus dès qu'il s'agit de questions jugées importantes pour l'OTAN. L'an dernier, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il était lié par des objectifs secrets de l'OTAN. Des enquêtes montrent que les gouvernements des pays membres de l'OTAN utilisent toutes les organisations et toutes les forces de la société comme relais pour exercer des représailles contre ceux qui se réfèrent aux principes de paix inscrits dans la Constitution. Il s'agit donc d'un réseau de persécution politique qui traverse les institutions. Comme l'auteur le sait par sa propre expérience, tout cela implique des universités comme celle de Kiel ou la Haute École berlinoise des médias, de la communication et de l'économie, des académies, des fondations et des coalitions comme la Commission historique germano-ukrainienne, des fondations proches des partis fédéraux comme la Fondation Rosa Luxemburg ou la Fondation Friedrich Ebert,
l'Association fédérale des bibliothèques, l'Autorité fédérale de supervision des services financiers, des établissements comme le restaurant Killer Palenque et des centres de conférences, par exemple lorsqu'il s'agit de refuser la mise à disposition de salles, des communes, des publications en ligne comme T-Online du groupe Ströer, des journaux et magazines comme Der Spiegel, la FAZ, la Sächsische Zeitung ou la Süddeutsche Zeitung, des chaînes publiques comme le MDR, des organisations de jeunesse comme la Linksjugend, des organisations dites non gouvernementales financées par l'État ou par l'Union européenne comme Fake Observers, des prétendus vérificateurs de faits comme Corrective, des librairies, des syndicats comme Verdi, ainsi que divers agitateurs en ligne, par exemple l'organisation NAFU. Même les services de renseignement servent à exercer une forme de pression. Tous ces appareils idéologiques fonctionnent ensemble, un peu comme des vases communicants. Ce sont tous les dispositifs qui organisent la reproduction intellectuelle de la société. Selon le philosophe français Louis Althusser, la mission de ces appareils idéologiques est de produire la loyauté envers l'ordre économique de marché et envers la politique imposée par l'État. Parmi ces appareils, on trouve les écoles, les universités, les académies, les think tanks financés par l'État ou par des entreprises, les organisations dites non gouvernementales financées par des États ou des structures supranationales, les fondations, les organisations transatlantiques, les associations, les fédérations et les partis politiques, les médias publics et ceux des grands groupes, les vérificateurs de faits, qui en réalité ne vérifient pas les faits, mais la compatibilité avec les récits de propagande, les églises, les publications en ligne comme Wikipédia, ainsi que les ateliers de falsification des services de renseignement et des gouvernements. Ces appareils idéologiques développent désormais une forme subtile de coopération avec les appareils répressifs de l'État. Ce qui s'ensuit le plus souvent, c'est une sorte de jeu de ping-pong entre les appareils idéologiques du pouvoir bourgeois et leur enchevêtrement avec les mesures des organes répressifs de l'État, la justice, la police, les autorités régionales des médias et les services fiscaux. L'objectif, c'est d'imposer une censure dissimulée en contournant les procédures de l'État de droit, de provoquer chez des tiers une obéissance anticipée par la peur et de détruire l'existence économique des personnes visées. Ces exécutions publiques visent à intimider l'ensemble de la population dans une nouvelle structure de pouvoir antidémocratique. Ce n'est pas un hasard si dans au moins une université, ceux qui ont activement cherché à me faire exclure sont précisément ceux qui se réclament de réseaux transatlantiques comme le German Marshall Fund. Cela montre bien où se trouvent les véritables instigateurs de cette culture de la censure et de la dénonciation publique. Il ne s'agit évidemment pas de dire que ces acteurs reçoivent des instructions depuis Langley. Mais la rapidité avec laquelle ils agissent prouve qu'ils se sentent eux-mêmes redevables, comme s'ils avaient une dette à honorer. Après tout, il est question d'invitation à des colloques, de bourses, de voyages de recherche ou de l'obtention de financement pour leurs projets scientifiques. On pense qu'il vaut mieux, pour sa propre carrière, se rendre utile comme fournisseur de légitimité aux intérêts américains. Le but de la coopération entre les appareils idéologiques et répressifs de l'État, c'est d'imposer des représailles à toute personne qui s'écarte de la ligne de propagande et de guerre des gouvernements de l'OTAN. En même temps, il s'agit de créer la peur en donnant l'exemple, pour forcer une obéissance anticipée au sein de la population.
Mais cette fabrication de la peur, à travers des représailles arbitraires contre les dissidents, n'a pas commencé avec l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Elle a commencé en 2020 avec le Covid et l'état d'urgence mis en scène. Sous couvert de protection contre les infections, les procédures démocratiques et les droits fondamentaux individuels ont été suspendus par voie de décret, contournant ainsi la Constitution. En mobilisant la peur, on voulait paralyser la résistance des citoyens. L'oligarchie au pouvoir a profité de l'apparition de la maladie respiratoire pour décréter un état d'urgence mondial. L'industrie de la censure s'infiltre dans tous les domaines de la société parce qu'elle s'appuie sur deux groupes sociaux. Le premier agit comme un relais de transmission de l'OTAN et des États-Unis. Ce sont les élites universitaires corrompues par l'axe transatlantique. Le second groupe social, c'est le précariat académique. Le premier donc, ce sont ces élites intégrées à la vision du monde du pouvoir hégémonique. Pour cela, il existe tout un ensemble de structures destinées à intégrer les élites. Par exemple, la Fondation Rockefeller, le Council on Foreign Relations, la Société allemande de politique étrangère, créée sur son modèle et financée par des fonds privés, la Fondation pour la science et la politique, le German Marshall Fund, l'Institut Atlantique, l'Atlantic Brück, l'American Council on Germany, l'American Enterprise Institute, la Heritage Foundation et d'autres encore. Ensemble, elles forment un réseau de planification politique qui agit à la fois comme un laboratoire d'idées et un atelier de consensus, comme un vivier de talents et un réservoir de recrutement, mais aussi comme une porte tournante entre la politique, l'économie et les médias. En même temps, ils mettent en place une sorte de filière de prestige avec de nombreux parcours de carrière. Ça va des bourses Fulbright au soutien du German Marshall Fund jusqu'à l'adhésion à l'Atlantic Brück ou à des think tanks comme l'Atlantic Council. Le deuxième pilier social, lui, touche un public beaucoup plus large. C'est ce qu'on pourrait appeler le précariat académique. Il s'agit de diplômés qui doivent, par exemple, survivre comme pigistes dans les médias, comme travailleurs de projets dans des ONG dites publiques, ou encore comme employés temporaires dans des think tanks. Pour toutes ces catégories professionnelles, c'est littéralement une question de survie, d'adopter par anticipation la manière de penser et les attentes de leurs supérieurs. Ils vivent sous une pression constante de dénoncer pour prouver leur loyauté à leurs supérieurs et garder leur place dans ces appareils idéologiques. La persécution politique n'est donc pas l'œuvre d'esprits limités, mais elle révèle la soumission des élites universitaires au discours du pouvoir. La fusion des universitaires avec l'idéologie de l'OTAN est sidérante. Et pas seulement, comme l'a dit Karl Dietrich Bracher à propos de la vision du monde nazi, à cause de la pauvreté intellectuelle du mélange d'idées dont cette propagande se nourrit, mais surtout à cause de la soumission aveugle à son exigence d'exclusivité, affichée et intolérante. Mais tout cela ne fait que montrer le processus d'uniformisation, qui s'étend des juristes aux économistes, des historiens aux germanistes, des philosophes aux scientifiques, des journalistes aux poètes, aux musiciens et aux artistes plasticiens. Byzantinisme, manipulation et contrainte s'entremêlent de façon indissociable. Des élites corrompues par l'influence transatlantique et un précariat académique façonnent, comme Max Weber l'a dit un jour, cette cage d'acier de la servitude qui impose avec une force écrasante le mode de vie de chacun. Pour comprendre comment les choses se passaient à l'époque, il suffit de regarder attentivement ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, en période de crise du capitalisme, il faut souligner le manque d'esprit critique des intellectuels. Antonio Gramsci a écrit
Les intellectuels européens ne représentent plus la conscience culturelle et l'autocritique de la classe dominante. Ils sont redevenus des agents directs de cette classe. Leur rôle, c'est d'organiser l'hégémonie sociale d'un groupe et son pouvoir d'État, surtout dans les périodes de bouleversement du modèle d'exploitation ou de crise de légitimité. Cela vaut particulièrement dans les moments de crise du commandement et de la direction, quand le consensus spontané s'effondre. En toile de fond, il y a en réalité la crise endémique du capitalisme. Par là, je veux d'abord parler de la faiblesse croissante de l'investissement qui s'est accumulée au fil des dernières décennies et qui découle du problème de la suraccumulation. On peut dire qu'il y a trop de capital. La suraccumulation signifie que les détenteurs de capitaux ne trouvent plus de possibilités d'investissement à long terme leur permettant d'obtenir les rendements qu'ils souhaitent. Cela entraîne une longue phase de ralentissement de l'économie mondiale. Selon les analyses de Robert Brenner, ce phénomène s'explique par la tendance à la baisse du taux de profit dans les pays industrialisés développés. C'est particulièrement bien documenté pour les États-Unis et pour l'Allemagne. Les investisseurs peuvent réagir à cette baisse du taux de profit par différentes mesures. Baisser les salaires, rationaliser la production, réduire le coût des matières premières, des pièces détachées et du stockage, ou encore ouvrir de nouveaux marchés. C'est pour ça que le taux de profit fluctue fortement. Mais si on regarde l'évolution à long terme, on ne voit aucune reprise structurelle. Le néolibéralisme des années 80 a entraîné l'internationalisation et la déréglementation mondiale du système financier. Les marchés financiers sont devenus l'endroit où, face à la baisse du taux de profit dans l'industrie, on pouvait encore faire de l'argent rapidement. Wall Street et la City de Londres sont alors devenus de nouveaux centres de pouvoir économique parce qu'elles ont gagné une marge de manœuvre considérable face aux États-nations. Sur les marchés financiers, la valorisation ne passe pas par des investissements dans les moyens de production ou dans la main-d'œuvre pour tirer des bénéfices de la vente de produits. On investit plutôt dans des titres financiers, avec l'espoir de pouvoir les revendre plus tard à un prix plus élevé. L'idée, c'est de faire plus d'argent à partir de l'argent sans production de biens. Dès 2016, le volume des transactions sur les marchés financiers dépassait déjà de plus de 100 fois le chiffre d'affaires du commerce de biens et de services. Avec la création de produits dérivés, c'est-à-dire de titres financiers dérivés et regroupés, il est possible de parier en bourse sur les fluctuations des cours. Le capitalisme financier est né parce que les taux de profit dans l'économie réelle avaient diminué. Aujourd'hui, il devient lui-même une source de crise. La crise financière de 2008 a provoqué la plus forte récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale et peu après, elle a conduit à la crise de l'euro, qui n'a toujours pas été résolue. Comme les marchés financiers s'étaient en grande partie effondrés, les banques centrales ont ouvert les vannes et inondé le système d'argent. Pendant la crise du Covid-19, la situation s'est étendue à presque tous les segments du marché, y compris le système bancaire parallèle et le système financier dans son ensemble. Là encore, ce sont les banques centrales qui ont empêché l'assèchement de la liquidité et ont réagi efficacement à la crise. Mais la crise, elle, n'a pas disparu. En réalité, les injections de liquidités des banques centrales ne font qu'assurer une stabilité apparente du système. Selon Joshua Bullweber, le système financier mondial actuel, tout comme le capitalisme des pays industriels occidentaux, ne peut plus fonctionner sans les interventions permanentes, massives, très inhabituelles et, à certains égards, extrêmement fortes des banques centrales. S'il mettait fin à ces mesures, le système bancaire, le système financier mondial et les économies du monde entier s'effondreraient. Prenons l'exemple de l'Allemagne. La base de la financiarisation de l'économie
a été posée en 2002 lorsque le gouvernement Schröder-Fischer a décidé d'exonérer d'impôts les plus-values de cession. Cela a permis aux banques de vendre leurs participations industrielles sans payer d'impôts et d'investir cet argent dans des produits financiers structurés. Cela a eu deux conséquences. D'abord, les banques allemandes se sont retrouvées très vite entraînées dans la tourmente de la crise financière de 2008, ce qui leur aurait en partie été épargné sans cette réaffectation. Ensuite, l'industrie financière internationale a pu racheter des parts dans des entreprises allemandes. La crise financière a marqué un tournant, à partir duquel deux changements structurels majeurs ont transformé le système financier. Un déplacement des créances douteuses vers les obligations d'État et des banques vers le système bancaire parallèle. Selon la Banque des règlements internationaux à Bâle, le sauvetage des banques avec l'argent des contribuables a eu pour effet de réduire les risques dans le secteur bancaire, tout en faisant grimper la dette publique à un niveau jamais atteint en temps de paix. En même temps, les actifs des fonds ont quitté les bilans des banques, tandis qu'ils ont augmenté de façon spectaculaire chez les hedge funds, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les investisseurs financiers. Cela accroît les risques, car dans le système bancaire parallèle, les placements sont souvent amplifiés par des mécanismes dérivés pour exploiter au mieux les fluctuations de cours, tout en allégeant les exigences en capital propre. Cela augmente le danger de vente forcée procyclique et peut ébranler les conditions de refinancement des États. Ainsi, le budget de l'Allemagne s'est lui aussi retrouvé pris dans la captivité babylonienne des investisseurs financiers internationaux, au sein d'un système bancaire parallèle largement non régulé, où certains gagnent des milliards grâce à la guerre en Ukraine et peuvent faire pression sur tout État qui voudrait quitter le camp des fauteurs de guerre en provoquant une vente massive de ses obligations. Deuxièmement, des investisseurs financiers américains ont pu racheter des parts dans des entreprises allemandes. Aujourd'hui, à peine un tiers des actions des 40 sociétés du DAX est encore détenu par des Allemands. Les investisseurs d'Amérique du Nord, en particulier, ont porté leur participation à plus de 25%. Dans plus de la moitié des entreprises du DAX, la majorité appartient désormais à des investisseurs étrangers. L'Allemagne n'est plus vraiment maîtresse chez elle. Les décisions se prennent ailleurs. La base économique est de plus en plus passée sous le contrôle des investisseurs financiers américains. Et c'est sur cette évolution que repose, au fond, une dépendance politique. C'est ce qui explique pourquoi même le monde de l'entreprise a accepté sans protester publiquement cette politique de sanctions désastreuses. Ces sanctions se sont transformées en véritables boomerangs. En coupant les liens énergétiques avec la Russie, l'économie allemande est entrée dans une spirale de récession. La compétitivité s'effrite, la désindustrialisation est en plein essor, des entreprises ferment ou délocalisent leur production, et les suppressions d'emplois se multiplient. Ce processus de désindustrialisation a désormais atteint un point de bascule, à partir duquel il est devenu irréversible. Depuis la crise du Covid, plus de 341 000 emplois industriels ont disparu, soit 1 sur 17. Les investissements directs étrangers ont atteint, en 2023, leur plus bas niveau depuis 17 ans. La transition vers le capitalisme numérique, qui s'élève aujourd'hui sur les ruines encore fumantes du néolibéralisme, entraîne des transformations profondes dans les marchés financiers et dans le secteur productif.
Sur les marchés financiers, le recours à l'intelligence artificielle accélère les échanges et augmente les risques. La technologie de la blockchain fait apparaître de nouvelles plateformes de commerce et de spéculation qui échappent pour l'instant au contrôle des États. Mais cette évolution ne conduit pas à la disparition du capitalisme. Elle en radicalise au contraire les mécanismes fondamentaux. Elle accélère la concentration du capital et creuse les inégalités sociales. Comme l'écrit Philippe Staab, le capitalisme numérique n'est pas seulement, d'un point de vue systémique, une machine à produire de l'inégalité sociale, c'est aussi, plus largement, une nouvelle forme de domination sociale. Aux États-Unis, on réfléchit à utiliser des stablecoins adossés au dollar pour créer une nouvelle demande d'obligations d'État américaines et réduire le risque d'un échec lors des ventes de dettes publiques. En réalité, des stablecoins comme Tether ou Circle font déjà partie des 20 plus grands détenteurs de bons du Trésor américain. La loi Genius, adoptée en juillet 2025, a discrètement lié les réserves de stablecoins à la demande en titres du Trésor. Depuis, chaque émetteur de stablecoin doit garantir ses jetons avec des actifs considérés comme sûrs. Et selon la définition du département du Trésor américain, ces actifs sont les obligations d'État. Concrètement, chaque dollar investi dans un stablecoin est automatiquement redirigé vers les bons du Trésor. Autrement dit, tout investisseur en crypto devient, qu'il le veuille ou non, créancier du gouvernement américain dès qu'il utilise des stablecoins. Les régulateurs américains ont un accès total aux infrastructures et une inflation du dollar dévalue aussi les actifs numériques. Cette nouvelle forme de contrôle renforce la domination du dollar. La Russie parle ici de projets des États-Unis visant à réduire leur dette colossale, environ 40 000 milliards de dollars à la fin du mois de mai 2026, grâce aux stablecoins. L'idée serait de remplacer la dette par des stablecoins adossés au dollar, puis de détacher ces stablecoins du dollar avant de les dévaluer massivement. Ce serait, en quelque sorte, une manière de faire payer au reste du monde la dette américaine. Un tel redémarrage financier permettrait aux États-Unis de diminuer leur endettement tout en maintenant la domination du dollar comme monnaie de référence. On ne sait pas encore si cela peut vraiment être mis en œuvre. Moscou travaille sur sa propre crypto-monnaie stable, adossée au rouble, appelée A7A5, qui devrait être lancée sur la blockchain Tron. L'objectif, c'est de réduire la dépendance vis-à-vis des stablecoins en dollars américains, comme le Tether, que la Russie a utilisé par le passé pour ses transactions pétrolières avec la Chine et l'Inde. Dans l'économie réelle numérisée, la création de valeur et la circulation des biens changent elles aussi de manière radicale. Au centre, on trouve désormais des marchés propriétaires. Leurs entreprises phares, ce sont Google, Apple, Facebook et Amazon, toutes des monopoles. Les entreprises monopolistiques classiques opèrent sur des marchés, explique Philippe Staab. Mais dans le capitalisme numérique, les médias dominants sont eux-mêmes des marchés. Le marché, en quelque sorte, devient un territoire privé. C'est une différence fondamentale avec l'idéologie néolibérale qui place les marchés neutres au centre. Les marchés dominants, eux, sont entre des mains privées. Ce qui compte pour eux, c'est la portée, autrement dit la taille de leur base d'utilisateurs. Pour l'élargir, ils subventionnent leurs offres avec les profits d'autres secteurs d'activité. Les consommateurs sont attirés par des offres soi-disant gratuites, mais en réalité, ils les payent en livrant leurs données. Quand un produit est gratuit, c'est que l'utilisateur est le produit. Contrairement au monopole classique, le pouvoir du propriétaire du marché, et donc son modèle de profit, se manifeste à travers 4 formes de contrôle. Premièrement, il s'agit de l'information, la ressource centrale. Deuxièmement, du contrôle d'accès exercé à sa propre discrétion. Troisièmement, du choix des services. Et quatrièmement, du contrôle des prix,
aussi bien du côté des producteurs que de celui des consommateurs. La ressource clé de ces marchés propriétaires, ce sont les données des utilisateurs. La création de valeur passe par la collecte et l'agrégation de ces données. Et cela agit à la fois du côté des producteurs et du côté des consommateurs. Dans les sphères de la production comme de la consommation, les données des utilisateurs sont exploitées. Les utilisateurs et les producteurs pensent qu'ils cherchent sur Internet avec Google, mais en réalité, c'est Google qui les cherche. Cela ne permet pas seulement de contrôler le comportement et la performance, mais aussi d'orienter le comportement de manière prédictive à travers le choix et la hiérarchie des résultats de recherche. Après que le néolibéralisme a déjà largement libéralisé et précarisé les relations de travail, de nouveaux risques et une intensification des exigences viennent maintenant s'y ajouter. Dans la production et la distribution, la numérisation est utilisée pour rationaliser et supprimer des emplois. Autrement dit, tandis que les flux de données et de profits montent vers les plateformes, les flux de risques, eux, descendent vers le bas. À cela s'ajoute une réduction massive des postes, provoquée par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon le rapport Mercer Global Talent Trends 2026 du cabinet de conseil Mercer, 63% des dirigeants interrogés voient dans l'intelligence artificielle une opportunité d'automatiser les processus de travail et d'augmenter la rentabilité. Dans les cas extrêmes, la concurrence peut devenir autodestructrice. Les entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour réduire leurs effectifs, mais les salariés sont aussi des consommateurs. Et si les revenus perdus ne sont pas compensés, le pouvoir d'achat s'érode, tout comme la demande pour les produits. Du côté des consommateurs, Internet et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, permettent une réaction rapide et immédiate. Cela facilite le fait que l'émotion prenne le pas sur une analyse approfondie et une véritable mise en balance des sujets. La réaction guidée par la raison et le traitement réfléchi recule au profit de la rapidité et de l'émotion. Wolf-Dieter Narr avait déjà observé, il y a des années, un changement de comportement durable. Il se manifeste par une perte des mécanismes individuels de réflexion et de traitement. Les stimulations et les attentes provoquent des réponses, sans que la personne soit vraiment capable de les assimiler, de choisir ou de résister. Ce faisant, les critères de contrôle et les informations se perdent. L'individu ne peut réduire la complexité de la masse d'informations qu'en lui faisant confiance. Dès 1979, Narr évoquait déjà le danger d'une société fondée sur des réflexes conditionnés. Plus précisément, une société d'individus sans résistance, noyés dans leur subjectivité devenue insignifiante et tout au plus capables d'éclats irrationnels. Cette prévision prend une importance particulière dans le passage du néolibéralisme au capitalisme numérique. Car comme l'a souligné Wolfgang Engler, dans toutes les sociétés bouleversées par le néolibéralisme, une colère de masse domine. Elle se tourne contre les élites au pouvoir qui ont de plus en plus mis les salariés sous pression à travers les coupes dans les prestations sociales, la privatisation, la libéralisation et le transfert des risques de la vie du domaine public vers la responsabilité individuelle. Quand cette colère reste longtemps enfermée dans la lutte quotidienne pour exister, l'émotionnalisation et la manipulation des affects sur les réseaux sociaux deviennent une sorte de soupape pour libérer ces pulsions. Les médias traditionnels, tout comme de nombreux canaux sur les réseaux sociaux, exploitent ce mécanisme. Ils canalisent et orientent une colère latente parce que ça génère des clics, des ventes, des revenus publicitaires, de l'audience. Pour que la monétisation du ressentiment fonctionne, il faut d'abord créer une demande émotionnelle chez le public. Les deux parties y trouvent un bénéfice superficiel. Les uns grâce aux chiffres de clics, les autres en se défoulant. Les arguments logiques,
comme le dit Heinz Abels, sont impuissants face aux intérêts affectifs. Gegen affektive Interessen. Selbst die scharfsichtigsten Menschen benehmen sich wie schwachsinnig. Même les esprits les plus lucides se comportent comme des idiots quand une compréhension demandée se heurte à une résistance émotionnelle. C'est ainsi qu'un nouveau modèle médiatique d'exploitation s'est formé. Il ne repose plus principalement sur l'information, mais sur le ressentiment. Au fond, il s'agit donc de monétiser le ressentiment. En bref, faire de la haine un modèle économique. Cette monétisation du ressentiment passe surtout par des marchés propriétaires. Des plateformes comme Twitter, où la formation de l'opinion des élites bavardes se déroule presque exclusivement, en sont le moteur. La brièveté y impose la tension et la compression des courbes d'excitation. Joseph Vogel décrit avec précision les dangers qui se profilent dans l'économie politique du ressentiment. Cette économie du ressentiment renforce le système de concurrence. Elle alimente des marchés d'opinion et se combine avec des mécanismes automatiques d'évaluation. Elle crée des zones d'expérience limitées, multiplie des pseudo-communautés isolées, privilégie des figures d'autorité plébiscitaires, et elle transforme l'inquiétude provoquée par les marchés mondiaux, les forces d'intervention transnationales ou les dépendances économiques en formules de dénonciation concrètes, qui peuvent viser aussi bien les migrants franchissant les frontières, les bureaucrates européens, les investisseurs avides ou les conspirateurs de la finance. La critique qui fermente dans le ressentiment prend toujours une voie policière. Elle enquête, elle soupçonne et cherche, face à des processus systémiques abstraits, des objets individuels supposément responsables et tangibles. C'est exactement dans l'intérêt des élites au pouvoir, qui savent très bien que la colère qu'elles ont provoquée ne doit surtout pas se retourner contre elles. C'est pourquoi, à travers la propagande, elles encouragent le déplacement de cette agressivité vers des ennemis intérieurs, comme les soi-disant complotistes, les gens de droite ou les sceptiques du Covid, ou vers des adversaires extérieurs, par exemple en attisant la haine des Russes et en diabolisant Poutine. L'économie politique du ressentiment favorise la mobilisation de la peur et la politique de l'exclusion, dont les élites se servent pour orienter la société et comme technique de gouvernement. Ce concept politique inclut la méthode populiste du « nous contre eux », et donc la promotion d'une pensée identitaire qui repose sur l'adhésion et non sur la connaissance. Les débats sur les questions de foi, disait Zygmunt Bauman, ne cherchent pas le consensus. Leur but, c'est plutôt de présenter l'autre camp comme irrémédiablement sourd et aveugle aux faits et animé par de mauvaises intentions. Dans ces conditions, la recette du succès pour les populistes, c'est de maintenir la colère en permanence, de la laisser couver sans cesse. L'unisson des cœurs se transforme alors en unisson de la haine. Aujourd'hui, nous vivons ce qu'on peut appeler une multicrise, une sorte de sclérose multiple du système capitaliste. Crise de suraccumulation et crise financière, crise de l'État-nation, crise de l'éducation, crise sociale, crise de la démocratie et crise de légitimité. Le système capitaliste, comme le dit Andrei Fursov, fait maintenant face à une crise systémique, une crise définitive. Fursov souligne que le capitalisme est un système expansif qui s'étend et ce faisant externalise la crise et l'exploitation. Pour contrer la baisse du taux de profit, le capital s'approprie les zones périphériques d'extraction de matières premières et de main-d'œuvre bon marché. Mais avec l'effondrement du bloc socialiste, ces zones non capitalistes ont disparu. Aujourd'hui, le capitalisme couvre la planète entière. Il n'a donc plus de possibilité d'expansion. Ce qui est désormais à l'ordre du jour, c'est l'intensification du capitalisme. C'est pourquoi la valorisation du capital s'intensifie à travers l'exploitation de 4 domaines. Et d'abord, le capital lance une offensive contre la santé humaine.
Immer deutlicher werden die Hinweise, dass das Les indices deviennent de plus en plus clairs. Le virus SARS-CoV-2 viendrait d'un laboratoire à Wuhan, où des recherches sur des armes biologiques auraient été menées pour le compte des États-Unis. Les programmes de vaccination ont rapporté des milliards aux entreprises pharmaceutiques et aux investisseurs financiers, tout en habituant la population à vivre dans un état d'exception. La classification du Covid comme pandémie dangereuse n'a pas été fondée sur une évaluation scientifique, mais sur des motivations politiques. Les effets indésirables d'une thérapie génique insuffisamment testée sont bien documentés, mais n'ont jusqu'à présent entraîné aucune conséquence politique. Deuxièmement, il y a une attaque contre la reproduction humaine. Andrei Foursov considère la réduction de la population comme l'un des projets centraux des élites. Il écrit qu'il est bien plus facile de contrôler 2 milliards de personnes que 7 ou 8 milliards. Le projet de contrôle de la population est financé par les mêmes structures qui ont déjà soutenu le mouvement écologiste et d'autres initiatives. Lors du Forum économique mondial de 2018, Bill Gates a évoqué les risques supposés liés à la croissance démographique. Le milliardaire a expliqué que, dans l'ère de l'intelligence artificielle, la plupart des gens ne seraient plus nécessaires pour accomplir les tâches sociales. Troisièmement, il parle d'une attaque contre le cerveau humain. Nous assistons aujourd'hui à un processus de dérationalisation et de destruction de la raison. La destruction du système éducatif continue d'avancer. L'apprentissage façon boulimie, avaler, recracher, puis oublier pour réussir des examens à choix multiples à l'université, empêche de penser en termes de liens et de relations. Il bloque l'analyse des intérêts en jeu, favorise une pensée fragmentée et une obéissance aux consignes autoritaires. Le grand nombre d'enfants et de jeunes issus de l'immigration en Europe rend dans les conditions actuelles impossible le maintien du niveau de connaissance. La suppression de l'enseignement polytechnique de la RDA après la réunification de l'Allemagne a rendu plus difficile l'intégration entre théorie et pratique et ainsi contribué à la baisse du niveau éducatif. Emmanuel Todd souligne d'ailleurs que la Russie forme plus d'ingénieurs que les États-Unis, alors qu'elle compte à peine la moitié de leur population. L'économie de l'affect, la guerre cognitive menée par l'OTAN et le travail du complexe de la censure accélèrent le développement d'une société fondée sur des réflexes conditionnés. L'hostilité de tout contre tous, comme le dit Joseph Vogel, constitue le ferment d'une nouvelle période d'avant-guerre. Nous vivons une crise de la transmission qui a aussi à voir avec la montée des médias audiovisuels dans la vie quotidienne et le recul de l'écrit. Chaque média organise l'information selon ses propres principes. L'écrit exige de la linéarité et du discours. Les médias visuels, eux, se caractérisent par la désagrégation des structures narratives centrées sur le langage et par de nouvelles combinaisons entre les éléments linguistiques, visuels et musicaux. Autrement dit, la linéarité du support écrit est remplacée par une logique d'association qui n'a plus de fondement narratif et qui, si tant est qu'on puisse encore la démêler, ne peut l'être que sur le plan psychanalytique. Cette transformation des médias implique donc aussi une transformation de l'information elle-même. L'écriture, c'est en quelque sorte le symbole d'une matrice de vérité propre à une époque, un repère pour la société humaine. Mais sa domination semble s'être affaiblie dans la culture occidentale, alors que dans d'autres cultures, comme la culture islamique, son importance tend plutôt à croître. Dans notre culture, l'écriture n'est plus qu'une forme d'expression médiatique parmi d'autres, et non plus celle qui structure la société. Pour une certaine manière de penser et de s'exprimer, l'écriture reste incontournable. Cela signifie qu'aujourd'hui, dans un monde occidental où les médias visuels sont devenus dominants, la vérité glisse en quelque sorte vers la surface, tandis que la parole, elle, semble dépassée. Nous assistons à un processus de désalphabétisation.
Mais cette surface visuelle est facilement manipulable avec les outils du numérique et de l'intelligence artificielle, voire entièrement reproductible sur le plan technique. Le monde des images est un monde post-factuel, car les images ont perdu leur fonction mimétique, au plus tard avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les faits vérifiables n'ont plus d'importance. Nous vivons, comme le dit Colin Crouch, à l'ère post-factuelle. Cela ouvre grand la porte à l'oubli et à la falsification de l'histoire. Le quatrième domaine, c'est la machine à broyer le sang et les os. Le mécanisme d'exploitation du capital, où la soif d'expansion et l'intensification se rejoignent, c'est la guerre. Pour le capitalisme financier en crise, où le rapport entre le capital investi et le profit se dégrade, et donc où le taux de profit baisse, la guerre devient une forme sanglante de dissimulation de faillite. Quand les guerres sont menées avec succès, on peut conquérir de nouvelles ressources et de nouveaux minerais, comme le pétrole, le gaz, les terres rares ou les sols noirs qu'on trouve en Ukraine, de nouvelles forces de travail bon marché, de nouveaux marchés, ainsi que des positions géostratégiques clés. Dans tous les cas, la guerre est une machine à laver l'argent. L'argent des citoyens y est lessivé dans un flot de cadavres pour finir dans les poches du capital financier. En principe, le capital est détruit et l'accumulation primitive peut recommencer. Au fond, il ne s'agit donc pas de gagner des guerres. Du point de vue du capital, il s'agit qu'elles durent, parce qu'elles sont extrêmement rentables. Les responsables politiques de l'Union européenne et des États-Unis ne veulent pas la guerre. Ils doivent la vouloir, sinon tout l'édifice de spéculation financière, de corruption et de blanchiment d'argent s'effondrerait. En 2024, le volume du commerce des produits dérivés a été estimé à plus d'1 quadrillion de dollars américains. C'est 1000 billions, un suivi de 15 zéros. Si cette bulle éclate, elle provoquera une vague de faillite qui forcera la vente précipitée d'actifs liquides. Pour éviter que cela n'arrive, il faut sans cesse injecter de nouvelles garanties dans le système. Des gisements de pétrole et de gaz, du charbon, du minerai de fer et toutes sortes de minéraux. Ces ressources servent alors d'objet de spéculation pour des profits futurs et deviennent la nouvelle base du commerce des produits dérivés. Le Donbass, lui, est riche en ressources naturelles, charbon, minerai de fer, minéraux essentiels comme le lithium, le manganèse, le titane, le cobalt, les terres rares, le graphite et d'autres métaux indispensables à la transition énergétique. 95% des réserves d'énergie de l'Ukraine se trouvent dans le Donbass. Ces ressources constituent un moteur important de la guerre. Shell, Exxon, Halliburton et Chevron voulaient exploiter ces gisements grâce à la technologie du fracking et exporter cette énergie vers l'Union européenne. Beim Krieg in der Ukraine geht es vor allem darum, den russischen Konkurrenten vom Energiemarkt zu verdrängen und neue Profite zu generieren. Dies war dringend nötig, denn die Unternehmen hatten die Investitionen in neue Fördertechnologien über hochverzinste Kredite realisiert. Die Investmentbank JP Morgan schätzte die Finanzblase um die Fracking-Industrie auf ca. 550 Milliarden US-Dollar. Sollten diese hochriskanten Anleihen ausfallen, droht ein ähnliches Szenario wie beim Ausfall der Immobilienkredite zu Beginn der Finanzkrise 2008. Das bedeutet, dass dringend Gewinne durch Fracking-Exporte erzielt und neue Kreditsicherheiten gewonnen werden müssten. Genau darum geht es auch im Ukraine-Krieg. Darum ging es 2003 beim völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak und dabei wird es 2026 beim Überfall auf den Iran gehen. Ressourcen in Besitz nehmen, s'approprier les ressources, forcer l'ouverture des marchés, contrôler les voies logistiques, obtenir de nouvelles garanties pour de nouveaux crédits et multiplier les profits grâce au commerce des produits dérivés.
Dans cette crise multiple, on voit apparaître toute une série de tendances qui transforment le capitalisme tel que nous le connaissons et qui vident de leur substance les structures nationales et parlementaires. Sur les décombres encore fumants du néolibéralisme et derrière les façades démocratiques du parlementarisme, émerge une nouvelle forme de domination des élites. Elle se caractérise par une radicalisation de la division de classe, la destruction de la démocratie et un irrationalisme galopant. Dans la modernité liquide, comme le disait Zygmunt Bauman, la majorité sédentaire vit désormais sous la domination d'une élite nomade et extraterritoriale. Dans une inversion remarquable de traditions vieilles de plusieurs millénaires, les puissants d'aujourd'hui développent une préférence pour ce qui est éphémère et passager, tandis que les perdants s'efforcent désespérément de faire tourner leurs vieilles machines chez eux. Je distingue 6 processus de transformation. Premièrement, la désindustrialisation et la financiarisation. Le capitalisme, dans les pays européens comme aux États-Unis, a largement perdu sa base industrielle centrale. Les chaînes de production ont été déplacées vers l'Asie, surtout vers la Chine, et dans le domaine de la microélectronique, aussi vers la Corée et Taïwan. La baisse durable du taux de profit entraîne une dynamique de décroissance. La stagnation économique s'accompagne d'une dégradation des conditions de vie, d'une précarisation croissante, d'un étranglement écologique et d'une surréglementation. Le mouvement écologiste a été organisé par la Fondation Rockefeller et a ouvert la voie à la désindustrialisation. Aucune nouvelle écotechnologie n'est rentable par elle-même. Elles sont toutes subventionnées, y compris les éoliennes et les voitures électriques. Le capitalisme financier augmente les risques systémiques et alimente les inégalités. Il accélère la recherche de nouvelles garanties pour d'anciens crédits douteux. L'état d'urgence politico-militaire et la crise économique se rejoignent. Les élites financières cherchent à provoquer une grande guerre européenne contre la Russie, parce qu'elles craignent que le système de crédit s'effondre sans la conquête des ressources minérales russes, et donc sans nouvelles garanties. Deuxième point, la délibéralisation du marché et la numérisation. Le principal mécanisme de régulation du capitalisme, le marché, passe entre les mains privées des grandes entreprises du capitalisme numérique. Amazon, Google, Apple, Facebook, X, ce sont eux, le marché. Ils exercent en pratique un contrôle sur l'accès, les produits, les prix et l'information. Ainsi, derrière l'apparence trompeuse d'offres gratuites, qui sont en réalité payées par la collecte de données, se met en place une nouvelle forme de pouvoir économique, mais aussi de domination et de contrôle social, propre au capitalisme de surveillance. L'exploitation s'intensifie au profit de l'industrie de guerre et des grandes plateformes, tandis que les classes moyennes sont écrasées. Le capitalisme numérique est un moteur d'exploitation et il entre en conflit avec la démocratie. Aucun domaine n'est aujourd'hui aussi étroitement surveillé qu'Internet. Comme l'a dit Peter Thiel, le fondateur de Palantir, je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. La numérisation permet un contrôle autoritaire des opinions, des comportements et même des émotions de la population pour préparer une nouvelle guerre. Troisièmement, la dénationalisation et la supranationalisation. Nous assistons aujourd'hui à la sclérose des institutions démocratiques et du système des partis. Le cartel des partis au pouvoir représente les intérêts des va-t-en-guerre et du capital financier, pas ceux de la population. Pour reprendre les mots d'André Velchek, plus la façade des sociétés occidentales paraissait démocratique au XIXe et XXe siècle, moins elles avaient de pouvoir réel. Le pouvoir réel s'est déplacé vers des clubs fermés et des structures supranationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, l'OTAN, les réunions de Bilderberg, ou encore des think tanks américains financés et dirigés par les États-Unis, comme le National Endowment for Democracy, l'USAID, la Brookings Institution, la Rand Corporation, la Heritage Foundation
l'Atlantic Brück et d'autres encore. Les organisations supranationales joueront à l'avenir un rôle de plus en plus important. Ils retirent aux populations des États-nations les dernières possibilités de participation et de contrôle et orchestrent l'agenda de guerre et de répression d'une élite extraterritoriale. Les affaires publiques sont privatisées. Un consortium autour de BlackRock et de JP Morgan veut mobiliser des capitaux privés pour la reconstruction de l'Ukraine. Un cercle proche du président américain Trump envisagerait de transformer la bande de Gaza détruite en zone de confort pour les plus riches. Quatrièmement, la dédémocratisation et l'autocratisation. Par les sanctions et la censure, un nouveau type de régime de contrôle est mis en place. Ces sanctions anticipent en quelque sorte l'état de guerre et visent à habituer la population à une nouvelle forme d'arbitraire, qui pourrait être achevée avec la proclamation de l'état d'urgence. Avec ça, les élites transnationales, corrompues par l'axe transatlantique, cherchent à stabiliser leur pouvoir tout en maintenant la façade d'une démocratie. Ces élites ont peur de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'elles vont maintenant jusqu'au bout. Antonio Gramsci écrit « Quand la classe dominante a épuisé sa fonction, le bloc idéologique commence à se désagréger et à la spontanéité succède la contrainte, sous des formes de moins en moins voilées et indirectes, jusqu'à de véritables mesures policières et des coups d'État. » C'est ce que j'ai appelé, en référence à François Mitterrand, le coup d'État permanent. Le contrôle et la réduction de la population visent à long terme à garantir la domination et le pouvoir des élites. Sur le long terme, un oligopole transnational se retrouvera face à une population réduite à l'état d'îlote. Cinquièmement, la dérationalisation et la désalphabétisation. La destruction du système éducatif, la numérisation et la guerre cognitive menée par l'OTAN favorisent la destruction de la raison. L'universalité des Lumières et la référence au discours rationnel sont remplacées par une pensée identitaire, centrée sur la légitimité de son propre groupe, qu'elle place au-dessus des autres. Cela ouvre la voie au racisme et à sa forme particulière, la russophobie. La politique s'infantilise aussi à travers la falsification de l'histoire et la tentative d'inverser la culpabilité. Avec l'usage de l'intelligence artificielle, l'accès à l'information se limite au courant dominant. La pensée libre est écartée, les informations indésirables sont filtrées. L'IA ne sert donc pas à libérer l'intelligence, mais à contrôler la pensée et le comportement de manière administrative par les élites. Cela conduit à une nouvelle ère de désalphabétisation, du moins dans les cultures occidentales, car seuls des individus ignorants, animés par le ressentiment, peuvent être poussés dans de nouvelles guerres. Sixièmement, décivilisation, militarisation et retour à la barbarie. Encore une fois, les directives viennent de Washington. Lors de la 26e réunion du groupe de contact sur l'Ukraine, le 12 février 2025, le ministre américain de la guerre, Pete Hegseth, a imposé une nouvelle répartition des rôles. Les États européens de l'OTAN devraient, selon lui, jouer un rôle de premier plan dans la guerre en Ukraine. Cela inclut l'augmentation de la production d'armes, la préparation de la population à des dépenses militaires plus élevées et la conviction qu'il existe une menace venant de la Russie. En clair, cette directive signifie que la population doit être conditionnée à la guerre par la peur. La militarisation de la société est donc une instruction venue de Washington. Et quand l'Ukraine sera épuisée, la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie devrait, semble-t-il, s'étendre à toute l'Europe. La destruction de la société civile et sa régression sous l'effet d'organisations non gouvernementales financées par l'État, ces fameuses Government Organized Non-Government Organizations, s'accompagnent d'une transformation des institutions et des organisations sociales
en courroie de transmission des élites au pouvoir. Ensemble, elles diffusent des récits de propagande qui déplacent l'agressivité vers certains groupes sociaux ou la projettent sur des ennemis extérieurs au service d'une politique de division. Avec des formules comme « les Russes ont un rapport différent à la violence et à la mort » ou « les Russes sont des animaux » et avec l'interdiction des drapeaux et des symboles russes lors des journées de commémoration, la russophobie redevient une forme de racisme banalisé et socialement acceptable. L'économie de l'affect et la pensée identitaire intégrée provoquent un recul de civilisation vers une provincialisation nourrie par le ressentiment, des instincts primaires et une sorte de renaissance de la barbarie. Sur les décombres encore fumants du néolibéralisme, quelque chose de nouveau est en train d'apparaître, quelque chose que le terme de capitalisme numérique ne décrit peut-être pas vraiment. Peut-être s'agit-il, comme le dit André Vohwinkel, d'une technocratie biofasciste. De nouvelles formes de société naissent dans les guerres, car à une exception près, celle de l'Union soviétique, aucune puissance hégémonique n'a jamais quitté la scène de manière volontaire et pacifique. Les empires déclinants se débattent, s'accrochent à tout ce qui peut encore leur promettre de préserver leur pouvoir et leur substance économique, et entraînent ainsi leurs vassaux avec eux dans l'abîme. La guerre en Ukraine et l'attaque contre l'Iran sont deux fronts d'un combat final mené par l'Occident. Nous vivons une période d'entre-deux, entre un monde unipolaire et un monde multipolaire, entre un capitalisme néolibéral en train de mourir et un nouvel ordre social encore en gestation. Tout dépend maintenant, d'abord, de la capacité des forces qui veulent un monde multipolaire à l'emporter dans leur confrontation avec l'hégémon américain. Pour l'instant, rien n'indique qu'elles puissent y parvenir par des moyens pacifiques, et rien ne laisse non plus présager une démocratisation plus profonde. Ensuite, il sera décisif de savoir si dans les pays occidentaux, les citoyens parviennent à retrouver leur pouvoir d'agir et leur autonomie afin de s'opposer à leurs élites bellicistes et antidémocratiques. Il faudrait pour cela un front populaire pour la paix et la démocratie, ainsi qu'une double stratégie à la fois parlementaire et extra-parlementaire. Mais pour l'instant, rien ne va dans ce sens. La majorité des gens en Allemagne semblent épuisés, paralysés par l'état d'urgence permanent et la crise multiple. Je ne vois aucun signe de révolte. Les Allemands somnolent en marchant vers leur perte. Dans la tragédie du roi Lear, William Shakespeare fait dire au comte de Gloucester « C'est la malédiction de notre époque, quand les fous guident les aveugles. » Et aujourd'hui, celui qui s'oppose de trop près au va-t-en-guerre se retrouve en première ligne. Landet an der Front.